fait, on a une caméra dans la pièce, donc on va enregistrer les présentations et on vous les enverra. Donc si vous voulez les faire passer à vos collègues ou à d'autres gens, parce que vous trouvez que c'était intéressant, bah, n'hésitez pas, on les publiera a priori sur LinkedIn, on les enverra par mail. C'est bon? Ok. Cette deuxième partie, je vais essayer de faire un peu plus court, si j'y arrive. On va parler un peu d'architecture logicielle et de l'efficacité du développement. Donc en parlant déjà de différents styles d'architecture, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise architecture? Parce que souvent c'est plus intéressant pour comprendre ce qui est bien, de voir ce qui n'est pas bien. Ça peut être une manière d'aborder la chose. Et ensuite, 3 types de projets classiques qu'on a l'habitude de gérer. Et puis les facteurs clés de succès d'un bon développement sur le J'ai mis quelques citations. Ah, je crois que Céline elle m'a inversé l'ordre des slides. Non. Si. Si vous pensez qu'un architecte ça coûte cher, essayez de voir sans architecte. Je trouve que ça dit bien ce que ça veut dire. L'architecture, c'est pas une option. Si vous voulez construire un immeuble comme la Tour de l'Europe, il vaut mieux qu'il y ait un architecte. Sinon, je n'habiterai pas dedans. La deuxième citation, c'est l'architecture est une hypothèse qui a besoin d'être prouvée. C'est-à-dire qu'une architecture, elle ne doit pas être fixe. C'est pas comme une maison, au contraire. Une maison, on dépose les planches à la mairie. Et puis on fait ce qui est écrit sur le plan. En informatique, on fait un plan, on se dit que ça va marcher, et puis des fois ça ne marche pas. Et donc il ne faut pas avoir peur de changer d'architecture. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir de la souplesse et pouvoir s'adapter. Je prends l'exemple de Kiwi Backup, on est à la version 5, je ne vais pas le dire 5, mais c'est 4.4. C'est la 5e version de l'architecture de Kiwi Backup. Et les 5 premières marchaient plutôt pas mal aussi, mais il y avait plein de défauts et à chaque fois on corrigeait les défauts. Donc voilà, on n'a pas raison, un architecte logiciel, il n'a pas raison, il a un logiciel qui fonctionne ou un logiciel qui ne fonctionne pas sur les critères qu'on verra tout à l'heure, mais voilà, c'est pas parce que c'est écrit comme ça qu'il faut le faire comme ça. L'autre, c'est la seule façon d'aller vite, c'est de le faire bien. Ça, c'est important. Souvent, on dit ouais, vite fait, mal fait, je ne veux pas mettre trop de qualité parce que ça va me ralentir. Je pense qu'en informatique, c'est l'inverse. En développement, quand c'est bien fait, ça va plus vite. Alors, Nora pourra peut-être en témoigner. Quand c'est bien architecturé, on peut faire des modifications rapides et faire plusieurs livraisons par jour, etc. Et rajouter de la fonctionnalité, apporter de la valeur au client final, parce que c'est ça l'important, c'est que le client final il retrouve quelque chose. Et quand on a une architecture qui est saine, ben on peut faire ça. Quand l'architecture est pourrie, on ne peut plus rien faire. On dit pas pourri, oui, je sais. L'objectif de l'architecture, c'est de limiter aussi les ressources humaines. Entre un développement sur un logiciel bien conçu avec un gars et vous mettez 10 développeurs sur un logiciel mal conçu avec une architecture pourrie, il y a des chances que le gars tout seul il s'en sorte mieux. Parce que c'est essentiel quand on a quelque chose où c'est clair, précis et on sait comment faire les choses, ça va beaucoup mieux. Donc je ne sais pas si vous connaissez Robert Martin, dit Oncle Bob. C'est un génie. Il y a 20 ans, j'ai lu son livre Coder proprement, Clean Code. Et donc il a écrit toute une série sur cet outil-là. Et il faut savoir que ce monsieur-là, il a commencé à développer avec des cartes perforées. Donc dans son bouquin, il explique comment on gère des librairies avec des cartes perforées. Donc on se retrouve à peu près avec les mêmes concepts aujourd'hui.
et avec 50 ans d'expérience du développement, et il y a vraiment des choses à dire, et c'est vraiment très intéressant. Alors, tous ces livres existent en anglais, en français, et s'il y a un livre à conseiller pour un développeur débutant ou moins débutant, c'est Coder proprement, Clean Code, Clean Architecture, etc. Donc, je l'ai dit tout à l'heure qu'on s'était un peu cherché dans l'industrie sur les méthodes de gestion de projet. Ben, c'est un peu pareil sur les architectures, avec un certain nombre de modes, en passant du spaghetti au ravioli, en passant par les lasagnes. Ça illustre assez bien les méthodes historiques. Donc le spaghetti, c'est on met tout ensemble, on mélange tout, et puis, ça marche moyennement. Quand on veut changer quelque chose dans un plat de spaghetti, c'est compliqué. Et on appelle ça un code spaghetti, hein. C'est pas une image seulement, mais... ensuite, il y a eu différentes autres modes sur les architectures, 3 couches, 4 couches, 5 couches, 18 couches, multilayer, client-serveur. Ensuite, il ne fallait plus faire des clients-serveurs, mais clients légers, donc client lourd, donc on installe les softs sur les PC. Ensuite, on fait du client léger à la mode web. Ensuite, on refait du centralisé avec le cloud, etc., etc. Je pense que depuis que je fais ce métier, on en est à la 3e itération, donc ça fait un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Il y a quelques années, la mode était au microservice. Il fallait tout faire en microservice. Si on ne faisait pas des microservices, on était mauvais. En ce moment, la mode elle est sur les architectures hexagonales, serverless. Le dernier terme, c'est le monolithe modulaire, qui est un peu l'inverse du microservice. C'est en gros tout ce qu'on disait qu'il fallait faire en microservice à l'époque parce qu'il fallait séparer les choses. On dit mais en fait on peut le faire avec le code tout au même endroit, en monolithe modulaire, parce qu'il faut quand même rester modulaire. Moi je me désolidarise des modes parce que souvent ça va un peu dans l'excès. Alors il y a des choses très intéressantes sur les microservices, l'architecture hexagonale c'est très intéressant. Mais foncer tête baissée dans un truc parce que c'est à la mode, c'est une erreur. Et en général, il suffit d'attendre 2 ans ou 3 ans pour que les gens se rendent compte que vouloir tout faire en microservice, c'est une catastrophe. Ça prend beaucoup de temps, mais on peut garder les bonnes choses. Donc attention au mode sur les sites d'architecture. C'est quelque chose qui peut être très très délétère. J'ai encore discuté avec un gars hier qui m'expliquait qu'il y a un client qui lui avait dit voilà, moi je veux une architecture microservice pour un besoin qui ne s'y prêtait pas. Et ils ont mis 25 devs, le logiciel il n'est toujours pas sorti 3 ans après. Parce qu'à un moment, les professionnels savent comment il faut développer un logiciel. Enfin, en tout cas, si vous allez voir une société de développement et que vous ne lui faites pas confiance pour faire le bon choix de développement, bah, c'est comme si vous allez voir le boulanger, vous lui dites non, la recette, mon gars, c'est pas comme ça, je veux que tu fasses le pain de cette manière-là et pas comme toi tu veux, bah, il va vous dire bah, allez, va acheter ton pain ailleurs ou fais-le toi-même. Donc à un moment, voilà. On est une industrie jeune qui se cherche un peu, donc il y a souvent des excès un peu à droite à gauche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise architecture? Alors, j'ai encore mes petits dessins. Je vous laisse regarder. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à la chose qui est en bas. Alors, ça m'arrive de faire des audits de code, et parfois on tombe sur des choses comme ça. Alors, pour être honnête, les derniers audits de code, c'était un peu mieux. On a quand même un peu moins ce genre de choses, mais on en voit encore de temps en temps. C'est pas forcément une bonne idée. Donc quels sont les signes? Comment on reconnaît quelque chose qui est un peu bancal? Eh ben, souvent, c'est les 7 points que j'ai détaillés ici. Donc, une impossibilité de faire des changements simples. Je veux juste changer un petit truc. Du point de vue client, ça paraît toujours petit. Il faut que ça reste petit du point de vue code. Si le changement est petit du point de vue fonctionnel, il faut qu'il soit petit du point de vue code. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème d'adhérence
de rigidité, etc. La fragilité, si je change quelque chose et que ça casse quelque chose ailleurs, c'est qu'il y a aussi un problème. Donc pas de bug lié, donc ça se corrige par tout un tas de méthodes. Mais, l'immobilité, c'est à un moment, c'est comme ça, t'y touches pas. Seb, il dit touche pas à ça, petit con, c'est ça? C'est ton terme. Ça marche, ne touche surtout pas. On entend ça de temps en temps, pas chez nous, parce que j'essaye de faire en sorte que ce soit pas le cas, mais voilà, des logiciels qui tournent depuis 20 ans et on ne peut pas y toucher parce que sinon ça explose. La viscosité, c'est que plus le temps passe, plus le projet prend de l'âge et plus c'est compliqué, plus ça coûte cher de faire des modifications. Ça, c'est aussi un signe qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Donc, et à force, s'il n'y a pas de confiance dans le code, le développeur il va se dire ah, je ne vais pas toucher à ça, je vais le refaire à côté. Et on se retrouve avec la duplication de code, on se retrouve avec des répétitions, avec des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Alors, on parle souvent aussi de la méthode du syndrome de la vitre cassée. Je ne sais pas si vous connaissez cette image. Quand dans un immeuble, il y a une vitre cassée, il faut la réparer tout de suite. Parce que s'il y a une vitre cassée, la deuxième arrive assez rapidement, et puis après les gens se disent bah, de toute façon l'immeuble il est mal géré, c'est pas grave si j'ai installé des papiers dans l'escalier, si une autre vitre cassée, ben, tant pis, etc. etc. Donc le syndrome de la vitre cassée, c'est de garder les choses propres tout le temps. Ce que je dis souvent aux devs, c'est comme les toilettes, quoi. Quand on en sort, on veut que ça soit plus propre que quand on y est rentré. Ben, le code, c'est un peu pareil. Donc la complexité inutile, faites simple, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Les répétitions, la duplication de code, ça c'est aussi une mauvaise pratique. L'opacité, il faut que ça c'est un des points les plus difficiles. Quand on lit Clean Code, en fait, ce qu'on retient de Clean Code, c'est apprendre à bien nommer les choses. Et ça peut paraître évident, ça paraît simple. Mais le nommage d'une fonction, d'une variable, si elle est mal nommée, ça rend les choses beaucoup plus compliquées à comprendre, et donc difficiles à lire, et donc difficiles à modifier, ça coûte cher, etc., etc. Donc un truc aussi bête que choisir le nom d'une variable, c'est vraiment un impact sur la vie d'un logiciel. Et les conséquences, c'est ça. Au début d'un projet, c'est toujours facile, ça va vite. On déploie la première version, tout va bien, c'est très très rapide. Et puis ensuite, au fur et à mesure du temps de développement, alors le temps ça peut être en mois, ça peut être en années, chaque correction commence à coûter de plus en plus cher, à être de plus en plus compliqué, à prendre de plus en plus de temps, jusqu'à ce que ça devienne plus possible. Donc l'objectif d'une architecture, c'est d'éviter ça, c'est d'éviter ce schéma-là et de rester avec quelque chose qui soit efficace et maintenable. Et donc ça, voilà, on n'en parle pas toujours à nos clients, mais c'est notre travail, c'est notre boulot de faire en sorte que quand on commence un développement, dans 10 ans, on soit encore capable de le maintenir et de le faire évoluer. C'est un peu un travail caché, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais pour moi, je ne me vois pas revenir dans 3 ans et dire au client ouais, il faut tout refaire parce que c'est vraiment trop pourri ce qu'on a fait les 3 dernières années. Ça, je ne saurais pas faire. Donc moi, je veux que ça reste de bonne qualité. Alors après, je ne dis pas que c'est toujours parfait, mais en tout cas, c'est ce qu'on vise. Donc les 3 types de projets qu'on réalise, c'est la refonte de logiciels. Ça, je regarde Émilie parce que c'est notre cauchemar. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait une refonte? C'est d'abord voir le code existant. Peut-être que c'est pas la peine de faire une refonte. Peut-être qu'on peut le reprendre, voir ce qui est reprenable, voir peut-être qu'il n'y a rien de reprenable. Selon les cas, on peut reprendre une partie, on peut reprendre le design, on peut reprendre des morceaux de code, etc. Donc l'audit de code, c'est indispensable quand on veut faire ce genre de choses. Ensuite, c'est s'interroger sur le besoin, je reviens à ce que je disais tout à l'heure.
Est-ce que le besoin est toujours le même? Vous voulez faire une refonte, est-ce qu'on va refaire la même chose? Si on fait une refonte, c'est que le logiciel est déjà assez ancien. Donc je mets en général ma main à couper qu'il y a des choses là-dedans qui ne servent à rien et qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément idéales et qui ne répondent plus aux vrais besoins d'aujourd'hui. Donc en fait, quand on fait une refonte, on refait un nouveau projet. On repart de zéro, on re-questionne le besoin, retrouver des bons utilisateurs clés. Ce que vous avez dit, c'est très vrai, il faut avoir des utilisateurs, des vrais utilisateurs, pas des représentants des utilisateurs. Ensuite, un des aspects clés, c'est la reprise de données. Quand il y a un logiciel qui tourne, à un moment, il faut basculer. Et ça ne se fait pas aux dernières minutes en se disant tiens, ce week-end, on bascule tout. Ça se teste avant, ça se vérifie, ça se scripte. Le script, c'est pour éviter qu'il y ait des interventions humaines, qu'on ait oublié des étapes, etc., etc. Et donc ça, on les refait en général une première fois au tout début. Ensuite, on le rejoue quelques semaines avant la vraie mise en prod, à blanc. Et après, normalement, la troisième fois, c'est la vraie. Évidemment, si ça ne marche pas, si les deux premières ne marchent pas, on les refait. Et puis, soigner l'ergonomie, le vocabulaire, s'il y a des habitudes de vocabulaire, ça c'est un des éléments essentiels. Le vocabulaire, il faut parler le langage du client, de l'utilisateur, de l'utilisateur. Si vous appelez une offre un devis, si eux ils ont l'habitude de parler de devis et pas d'offre, ça marche moins bien, quoi. Donc utilisez le vrai vocabulaire. Donc ça c'est pour des refontes. Comme dit, c'est le pire, parce que souvent on vient nous voir en disant je veux juste une refonte, il n'y a rien qui change, je vous promets. Et puis en fait, et il y a un existant, donc c'est compliqué, c'est les projets les plus compliqués. Un nouveau logiciel dans un écosystème existant, ça c'est des choses qu'on fait assez fréquemment, parce qu'un logiciel, il n'arrive jamais, il gère pas tout. Donc il y a toujours des choses à droite à gauche. Aujourd'hui, je ne crois pas que sur les derniers projets, des projets dans lesquels on n'a pas des interfaces avec d'autres logiciels, c'est très très fréquent. Donc un des points clés, c'est de déjà faire un schéma, de savoir qui parle avec qui, pour y voir clair. Parce que des fois, c'est très très compliqué, il y en a un peu partout, et pas toujours clair dans la tête du demandeur non plus. Donc souvent, on fait une petite analyse de ça. Et puis, avoir une bonne architecture. Et puis, vérifier les points liés à la sécurité. J'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure sur la sécurité. Des nouveaux projets, ça on aime bien, c'est plus facile quand on commence de zéro. Mais c'est pareil, quand on commence de zéro, on a une architecture à tester, valider que ça fonctionne bien, faire simple et rapide. Le but, c'est de faire le minimum, ce qu'on appelle un MVP, le minimum valuable product, un produit qui soit déployable à des clients, qui ne leur apporte pas les 100% de toutes les fonctionnalités dont vous avez rêvé, mais qui leur apporte de la valeur. Le but, c'est de leur faire gagner du temps, et que ce temps-là leur permet de financer leur deuxième partie, etc., etc., etc. Et ça ne s'arrête jamais. Donc faire simple au niveau code et faire simple au niveau fonctionnalité, c'est important. Et réutiliser des composants, donc ça je vais en parler aussi un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui les logiciels, c'est plus des logiciels qui font tout, c'est juste assembler des composants, et on verra sur la troisième conf cette partie. Alors quels sont les facteurs clés de succès d'un projet? Une bonne architecture, c'est le socle sur lequel va être bâti tout le reste du logiciel. Et donc c'est important d'avoir cette bonne architecture. La choisir, ça demande de l'expérience. Je peux en parler, ça m'arrive encore de me planter. Ça m'arrive de faire des mauvais choix, ça m'arrive très fréquemment. Il faut juste avoir le recul nécessaire pour se dire voilà, ça c'était pas un bon choix, il faut changer. Donc si vous voulez développer un nouveau logiciel, surtout la chose à ne pas faire, c'est de prendre un stagiaire et de lui faire le logiciel. Et ça, on voit encore tout le temps. J'entends parler souvent de ce genre de choses. On revient au point numéro 1, c'est si vous voulez savoir à quoi sert un architecte, essayez voir 100, vous verrez. Alors, le stagiaire, je n'ai rien contre les stagiaires, hein, ils sont en général très bons techniquement, mais ils n'ont pas l'expérience.
qu'il faut pour construire quelque chose de durable. Donc si c'est pour faire un petit prototype, et pourquoi pas, mais à un moment, si on veut construire quelque chose qui soit pérenne et qui tienne la route sur le temps, c'est important de faire les choses proprement. Et souvent, on y gagne. On dit les stagiaires, ça coûte pas cher, mais si vous devez recommencer 4 fois votre logiciel, vous n'y gagnez pas. Donc cette première phase, elle est vraiment décisive pour avoir un projet informatique pérenne. Là, je vous ai remis un peu la couverture de Clean Architecture de l'oncle Bob. Donc lui, il définit en fait les caractéristiques d'une bonne architecture avec 5 points. L'indépendance par rapport au framework. Aujourd'hui, il y a la mode et au framework. Personne ne développe un site en PHP à partir de rien. Ça n'existe plus. Ça se faisait à l'époque où Seb et moi on travaillait ensemble. On a construit des frameworks. Mais aujourd'hui, souvent le framework il nous impose des manières de travailler. Et parfois, ça peut être délétère. Donc, votre code métier, il doit être indépendant et on devrait pouvoir changer de framework. C'est pas toujours simple, ça dépend des frameworks qui sont utilisés. Alors, moi, pour ceux que je connais bien, que Symfony est assez bien structuré pour ça et permet de garder une indépendance par rapport au framework, à condition que le développeur en ait conscience et fasse ce qu'il faut. Testable, une architecture testable, les tests unitaires, c'est important. Et pas refaire les tests de 25 000 fonctionnalités chaque fois que vous modifiez quelque chose. C'est juste infaisable. Donc des tests manuels, c'est toujours bien, mais quand c'est automatique, c'est quand même mieux. L'indépendance de l'interface utilisateur, je parle à nos amis d'UX. Le code, les règles métiers, comment on facture une chambre d'hôtel, machin, c'est pas de l'UX, ça c'est des règles métiers et ça n'a rien à voir. Donc c'est pas l'interface utilisateur de dire comment est-ce qu'on fait une facture d'un hôtel. L'indépendance avec la base de données, les bases de données ça évolue, il y en a des nouvelles tous les jours qui sortent, qui sont de plus en plus performantes. C'est bien de pouvoir changer. Si demain on veut passer d'un vieux, qu'est-ce qu'il y a comme vieille base de données, Progress, je sais pas, ou une base 4D, aujourd'hui il y a des moteurs un peu plus performants, c'est bien de pouvoir changer. Et puis être indépendant par rapport à l'externe, donc externe étant un peu tout. Toutes les librairies extérieures, mais également les prestataires, etc. etc. Voilà, j'ai gratté 5 minutes. Voilà. Donc je vais passer la parole à Nora qui va nous expliquer un petit peu son projet et son expérience.